Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un très beau Noël et que vous allez aussi très bien préparer les fêtes de fin d'année du 31 décembre pour le nouvel an. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai encore quelques jours pour le décider. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. C'est vrai que j'en ai pas fait pendant quelques jours. Donc, je vais vous parler de la CBDC, donc qui est en fait une monnaie numérique d'une banque centrale. Et on va parler des avantages, des pour et des contre, etc., etc. Et vous saurez tout, mais avant le petit générique. Lorsque le Bitcoin a été lancé en 2009, rappelez-vous, il a donné naissance à une nouvelle forme d'argent. Il est devenu un moyen de paiement permettant d'effectuer des transactions instantanées dans le monde entier. Il s'agissait d'une amélioration considérable pour l'époque. Avec l'expansion rapide de l'industrie de la blockchain, même les gouvernements ont voulu évidemment s'impliquer. Et ils ont aussi vu les crypto-monnaies comme une sorte de menace. Ils devaient donc réagir. La première étape vers cet objectif est la monnaie numérique des banques centrales, qu'on appelle maintenant CBDC. Alors, pour comprendre ce qu'est une CBDC, nous devons d'abord savoir ce que sont les monnaies fiduciaires. Tout simplement, c'est une monnaie émise par un gouvernement, mais qui n'est pas adossée à un actif comme l'or ou l'argent. Elle est la cour légale dans le pays dans lequel elle est émise. Une monnaie numérique de la banque centrale est donc une version tokenisée de la monnaie d'un pays. Le gouvernement émet la CBDC, ce qui signifie qu'elle est considérée comme une monnaie légale au même titre que les billets de banque et les pièces de monnaie. La banque centrale du pays contrôle généralement son approvisionnement et sa circulation. Mais alors, comment fonctionne la monnaie numérique d'une banque centrale? Ce sont en fait tout simplement des jetons numériques. Ils sont la contrepartie numérique de la monnaie fiduciaire du pays. Par exemple, si l'euro est la monnaie fiduciaire, l'euro numérique est la CBDC correspondante. Ces CBDC sont en fait émises par une banque centrale du pays, donc qui détermine l'offre en circulation. Elles maintiennent également la parité entre le jeton et la monnaie. Donc au final, c'est quoi? Les CBDC, c'est tout simplement la monnaie du pays sous une forme numérique. Elles sont destinées à fonctionner de la même manière que l'argent liquide, tout en offrant des avantages supplémentaires aux entreprises, aux citoyens et au gouvernement. On verra qu'il y a quand même quelques petits désavantages. Alors, donc il y a deux types de CBDC. Donc la CBDC de gros, donc c'est une monnaie numérique qui n'est pas destinée à être utilisée par le grand public. Son but est plutôt d'aider les banques qui conservent des dépôts auprès de la banque centrale. Elle peut être utilisée comme substitut des réserves conservées auprès de la banque centrale ou pour des règlements interbancaires. La CBDC de détail, au contraire, c'est une CBDC pour tout le monde. Les CBDC de détail sont utilisées exactement comme les autres monnaies légales dans le pays. Les consommateurs et les entreprises peuvent utiliser ces monnaies numériques pour effectuer des transactions entre eux, et évidemment en toute simplicité. Elle contribue également à éliminer la fraude et la contrefaçon car une CBDC ne peut pas être dupliquée. Donc, les CBDC de détail peuvent être mises en œuvre de deux manières. Donc déjà, elles peuvent être basées sur un compte. Donc le gouvernement utilise l'identification numérique pour gérer l'accès à votre compte. Ce système est sûr, mais il nécessite la divulgation d'informations personnelles. Il ne peut donc pas être utilisé de manière anonyme. Ou alors l'autre façon, basée sur les jetons. Ils utilisent en fait le même système que les jetons de crypto-monnaies décentralisées, donc l'accès étant verrouillé derrière des clés publiques et privées. Le système repose sur le fait que les utilisateurs doivent se souvenir de leurs clés privées ou les stocker dans un lieu sécurisé évidemment. Mais au moins l'avantage c'est qu'il peut être utilisé de manière anonyme. On va maintenant passer en fait aux avantages de la CBDC. Donc premièrement, c'est une mise en œuvre des politiques. Donc les CBDC facilitent la mise en œuvre des fonctions gouvernementales et politiques. Donc cela inclut la politique monétaire, la collecte des impôts et les dépôts directs aux particuliers.
Le système, en fait, réduit le travail nécessaire pour remplir ses fonctions en permettant l'automatisation. Au niveau des crimes, l'un des principaux avantages d'une CBDC, c'est la dissuasion de la criminalité. Comme toutes les transactions sont stockées numériquement, les autorités centrales peuvent facilement remonter à leurs sources. Il est donc difficile, voire impossible pour les jetons d'être utilisés dans le cadre d'activités criminelles. Enfin, les CBDC suppriment les besoins d'intermédiaires. Le gouvernement et la banque centrale peuvent entrer en contact avec les particuliers directement. Il n'est donc pas nécessaire de faire appel à des intermédiaires comme les banques et autres institutions financières. Cela réduit également le risque de crise financière car la faillite d'une banque aura un impact moindre sur les transactions. On va maintenant passer aux pour et aux contre d'une CBDC. Donc, dans la colonne des pour, les systèmes de paiement sont plus efficaces grâce à la technologie du grand livre. Donc, évidemment, on parle de la blockchain, donc pas falsifiable et public. Ensuite, le suivi des flux d'argent est plus facile pour les autorités centrales. Donc, c'est évidemment plus facile d'émettre une monnaie numérique que de frapper de la monnaie, des billets de banque ou des jetons en argent. Donc ensuite, l'élimination des intermédiaires peut rendre des paiements moins chers et plus simples. Et dernièrement, aucune possibilité de contrefaçon puisque les jetons numériques ne peuvent pas être dupliqués. Les contres, maintenant, vous voyez sur la colonne de droite. Donc l'anonymat des utilisateurs est ambigu et dépend de la façon dont la CBDC est mise en œuvre. Donc un pays va devoir décider quelles données sur vous elle va mettre. On peut penser à votre nom, à votre date de naissance, à votre adresse. On ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'un pays va vouloir mettre. Donc la Banque centrale a un contrôle total sur le système sans gouvernance des utilisateurs. Ensuite, l'adoption dépend de la culture numérique de la population. Cela est plus difficile dans les pays en développement ou sous-développés, simplement parce qu'ils n'ont pas forcément l'internet, donc il y a besoin pour être connecté à l'application. Et finalement, cela réduit l'activité des banques commerciales et peut avoir un impact sur l'économie à court terme. Alors c'est vrai que les banques commerciales, si elles ont plus de travail, ça va réduire sûrement les effectifs dans ces banques et amener évidemment du chômage supplémentaire. Une CBDC peut amener à des considérations, mais surtout à des défis. Alors, il y a les défis réglementaires. L'architecture réglementaire qui doit être mise en place pour le fonctionnement des CBDC doit tenir compte en fait des préoccupations en matière de protection de la vie privée. S'il est facile pour le gouvernement de suivre les transactions dans le cadre d'une CBDC, cela expose les utilisateurs à la surveillance d'une autorité centralisée, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui avec la monnaie fiduciaire. C'est pour ça que les transactions financières qui relèvent d'une CBDC sont très sensibles et les gouvernements doivent soigneusement élaborer un cadre réglementaire solide. Il y a aussi des défis technologiques, donc l'énorme quantité de données qui doit être gérée par une banque centrale, ça constitue un défi énorme. Dans le cas des blockchains décentralisées, donc les données sont réparties entre tous les nœuds, ce qui évidemment facilite leur gestion. Mais pour faire face à ce problème, les systèmes doivent être robustes et fonctionner sous une charge de transactions immense. Imaginez, rien qu'en France, il y a plus de 60 millions de Français, donc imaginez simplement le nombre de transactions par seconde qu'il y a. Donc je connais pas une blockchain aujourd'hui qui pourrait être utilisée pour ça. Donc évidemment, par conséquent, la technologie qui permet l'adoption d'une CBDC doit être évolutive et présenter une latence très faible. Donc je pense qu'il va falloir inventer une blockchain rapidement pour une CBDC. Alors, il peut aussi avoir une implication de la politique économique et monétaire. Donc l'aspect positif des CBDC, c'est justement leur effet sur la distribution à grande échelle de fonds sans aucun intermédiaire. Donc les CBDC réduisent en fait les coûts de transaction, permettent des règlements instantanés et assurent une transmission plus facile des initiatives de politique monétaire. Il sera donc plus facile de déployer des fonds dans les zones rurales qui ne disposent pas d'une infrastructure bancaire adéquate. Donc les gouvernements peuvent ainsi avoir un impact positif de grande envergure. On va voir maintenant en fait quelques exemples de CBDC. Les gouvernements du monde entier ont fait des progrès dans l'adoption de CBDC. Et oui, mais parmi les pays qui ont déjà lancé leurs jetons, on peut citer le Bahamas, l'Inde, le Nigeria, Antigua et Grenade. Mais
comme vous pouvez vous en douter, de nombreux autres pays ont des initiatives en cours. Donc, concernant le cas de la Chine, donc la Reserve Bank of India, qui est la banque centrale, a récemment lancé son projet pilote de CBDC de gros et de détail. Il s'agit en fait d'un processus progressif qui ne perturbe pas le système bancaire et financier. La RBI procédera à la validation du concept et à diverses étapes pilotes avant de la lancer pour le grand public. La Chine est un autre pays qui a l'intention de lancer sa monnaie numérique en 2022 ou 2023, parce qu'il reste évidemment plus beaucoup de temps en 2022. Donc le yuan numérique est destiné à être utilisé pour les paiements de détail en Chine. Plusieurs projets pilotes ont déjà été menés en 2021 et 2022 par la Banque populaire de Chine. Enfin, la Russie travaille également sur son rouble numérique. Actuellement en phase d'essai, ce rouble numérique est en gestation depuis longtemps. Bien que la Russie ait eu une relation confuse avec le secteur de la crypto-monnaie, elle a toujours eu un avantage concurrentiel dans ce domaine. Leur CBDC se développe tout en permettant au gouvernement d'avoir plus de contrôle sur l'écosystème. Comme on l'a vu donc tout au long de cette vidéo, les monnaies numériques des banques centrales présentent des avantages très différents de ceux des jetons de crypto-monnaie classiques. Elles sont rapides et sûres, mais elles peuvent aussi ne pas être anonymes ou permettre une décentralisation élevée. Plus important encore, les CBDC ne sont pas un outil d'investissement, mais cependant, elles présentent un avenir intéressant pour le fonctionnement de l'argent dans le monde entier, permettant évidemment des affaires plus faciles et des transactions plus transparentes. Le passage au cashless, donc tout en numérique, avec les économies numériques de l'avenir, est sûr d'apporter de meilleures opportunités et de l'innovation dans tous les pays qui vont développer une CBDC. Voilà, j'espère que vous avez tout compris maintenant ce que c'est et on se retrouve pour une prochaine vidéo cette semaine. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus les amis.